Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette critique de La Belle et le Clochard, un film sorti en 1955 de Clyde Geronimi, de Wilfred Jackson et de Hamilton Luske. Vous commencez à être habitués avec ces noms-là. C'est une adaptation d'une histoire de Ward Green, Happy Dan the Whistling Dog, paru en 1937. Un projet assez ancien mais qui fut enterré avec l'arrivée de la guerre. Il a coûté 4 millions de dollars et finalement avec des ressorties, il a rapporté 93 millions. Disney retrouva son public et la plupart des critiques ont été négatives malgré la qualité technique du film. Ces critiques, on les fera jamais taire. Il dure 1h15 et en gros qu'est-ce qui se passe? C'est les aventures de la Belle. C'est les aventures entre chiens. Voilà, je vais pas aller dans le détail. C'est un de ces films qui fut un point de changement. Le changement, c'est maintenant. Avec ce film, c'est le premier film à passer en cinémascope. C'est-à-dire d'un ratio de 1,37, eh bien on passe à un ratio de 2,55, donc c'est vraiment un ratio avec une image vraiment très très longue, utilisé à partir de 1953 comme format de cinéma. Eh bien ici nous passons à l'animation en format cinémascope. Le cinémascope est donc un procédé qui consiste à anamorphoser, c'est-à-dire comprimer une image de prise de vue et à la désamorphoser, la décomprimer à la projection. Le dispositif était inventé par un Français, Henri Chrétien. Rien que ce nom, c'est déjà épique. Et ce format de cinémascope est un choix impulsé par le réalisateur Richard Fleischer, qui était en train de faire 20 milieux sous les mers, dont je vous ai fait une critique. C'est le premier film à utiliser du son stéréo. Donc Fantasia l'avait déjà fait avant, mais c'était un petit peu bizarre. C'était ce fameux procédé du Fantasound, dont j'avais déjà parlé. Et ce fut également le premier film d'animation à être distribué par la Buena Vista Pictures Distribution. Avant, c'était la RKO. Dans ma mémoire, j'avais pas trop aimé. En fait, ce film, pour moi, il était connu que pour deux scènes, la scène des spaghettis et la scène des siamois. Mais finalement, en le revoyant, je trouvais que c'était un film assez cruel. D'ailleurs, on commence par une scène cruelle, c'est-à-dire un bébé chien qui veut un peu d'affection, mais on lui refuse cette affection. Voilà, c'est au moins arrivé une fois pour chaque enfant, au milieu de la nuit, on n'arrive pas à bien dormir, on a des cauchemars et on veut aller voir les parents. Et ici, c'est quelque chose de très gênant parce que les parents refusent l'affection finalement du bébé chien. C'est très très bien retranscrit. Ça me fait un peu penser à Nala dans Peter Pan. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas trop, mais cette sensation, peut-être le traitement du décor, très tourné vers l'animal puisque on filme à hauteur du chien. On perd un peu nos repères parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue en fait dans c'est une déambulation de chien et il n'y a pas vraiment de grand méchant bien sûr, à part le rat à la fin, mais il n'y a pas vraiment de quelque chose qu'on nous amorce au début du film. Alors bien sûr c'est un film sur l'acceptation sociale qui est un thème très courant, une réunion de classes sociales, ça c'est très intéressant, le riche et le pauvre bien sûr, la belle et le clochard. Une représentation de l'Amérique multiculturelle, ça on peut le voir avec les chiens de différentes races et donc de différentes nationalités. Mais c'est avec une sacrée naïveté qu'on nous le présente. Il y a beaucoup de clichés pour définir les peuples, les tempéraments et des clichés comme il faut. C'est presque devenu l'une des raisons d'un sentiment européen anti-Disney, ce genre de clichés. Et puis nous avons la scène de la fourrière avec des Russes, des Mexicains, des Américains, des immigrants en prison. Encore des clichés auxquels on met la muselière. Avec une chanson qui est très longue, enfin c'est ce que j'avais ressenti à l'époque bien sûr, une représentation mélancolique de la fourrière mais également une comparaison un peu plus dérangeante entre l'euthanasie animalière dans les chenilles et les chambres à gaz des camps nazis, avec un commentaire des chiens, le pauvre empruntant le couloir de la mort. Il y a aussi une petite référence à la mort avec cette ombre voilà, du chien qui va se faire piquer. C'était aussi important que je vous le marque parce que la représentation de la mort est toujours très intéressante à voir dans les Disney. Les personnages, nous avons le personnage de Lady qui est une femelle cocker de bonne famille. On a essayé de féminiser le chien, donc dans des traits de caractère, dans le visage. Elle a une personnalité assez prononcée par rapport aux hommes où à l'adversité, elle congédie le clochard, elle se délivre de ses chaînes pour sauver le bébé par exemple. On a la famille américaine qui est dépeinte dans La Belle et le Clochard qui diffère un petit peu de la famille britannique dans Peter Pan. Le film présente en fait une image idéalisée de la famille américaine, c'est ce que j'avais ressenti, très aimante, contre le langage de la rue, le langage le plus courant. On a le langage normal, plus châtié, il y a une espèce de panel social qui nous est montré dans ce film, qui est très intéressant, avec aussi un schéma similaire qu'on va retrouver dans Les Aristochats, avec Thomas O'Malley
et la duchesse. Alors de l'autre côté, nous avons le clochard, qui est débrouillard et courageux. Au niveau de son caractère, il a passé coureur de jupons, allié à un cynisme marqué vis-à-vis des hommes. Sa rencontre avec Lady va bien sûr le transformer, le remettre un peu dans le droit chemin, tandis que lui-même va essayer de faire comprendre à Lady le potentiel d'être libre. On nous le rappelle constamment d'ailleurs qu'il est libre et que Lady ne l'est pas. Il parle le langage de la rue, plus châtié que celui d'aujourd'hui, mais bien sûr par rapport à l'époque, c'était pas très folichon. Après nous avons les deux chiens qui sont Jock et César, qui sont très très sympathiques. Ils viennent expliquer en fait les sentiments de Lady. C'est un peu ça, ils viennent guider et soutenir cette chienne qui apprend à vivre. Et c'est finalement aussi pour le spectateur qu'ils viennent aider la compréhension de ce qui se passe en fait. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est quand on parle de sexualité, eh bien ces deux chiens expliquent à Lady que les humains ont besoin de relations sexuelles pour avoir un enfant. Chose qu'elle va également faire avec le clochard, mais ça, on ne le montre pas. Et puis nous avons le rat. Alors le rat, j'ai une anecdote complètement folle. Wolfgang Reitermann, qui va être un réalisateur de longs métrages Disney par la suite, il avait emprisonné un rat dans une cage pour étudier ses mouvements. C'est vraiment les bandes de tortionnaires chez Disney. Et nous avons les adultes qui sont présents, mais réduits, alors ça c'est fascinant, réduits à l'état de figures anonymes. Et c'est pas trop tôt d'ailleurs, mais ils sont montrés soit de façon grotesque, comme la tante, soit coupés à la tête. On ne les voit vraiment jamais leur visage. Genre moi je pense tout de suite à la reine, qu'on lui tranche la tête. Mais c'est exactement ça, on ne leur montre pas la tête parce que nous sommes toujours à hauteur d'animal. Et nous avons la tante Sarah. Alors celle-là c'est vraiment une salope. Son visage est montré par rapport aux autres parents, donc on montre déjà que ce personnage a un statut un peu spécial, mais parce que elle est un petit peu... On a envie de lui foutre des claques en fait. Mais elle est pas méchante, sa méchanceté réside surtout dans son amour de ses chats qui sont complètement cons et de son incompréhension aveugle des chiens. Elle est persuadée que les chiens sont antisociaux alors qu'à mon avis c'est plutôt les chats. En tout cas ce qu'on nous montre dans le film. Il y en a qui trouvent que tante Sarah est encore sympathique et qu'elle est juste bernée par ses chats. Mais pour moi c'est juste une vieille folle. Alors, il y a aussi, alors ça aussi c'est fascinant quand on parle encore de clichés, l'intégration des Italiens. Alors là, Walt Disney avec sa culture américaine du Middle West ne connaît pas les problèmes des Italo-américains, mais ils utilisent les clichés, les stéréotypes pour humaniser les personnages. La scène du repas montre des Italiens très chaleureux, besogneux, avec des stéréotypes comme les spaghettis et les boulettes de viande, mais sans les stigmates qui poursuivent les immigrants italiens depuis le début du cinéma américain. La scène des spaghettis a failli être coupée, mais devant le travail du dessinateur Frank Thomas, Disney décida de garder la scène que nous connaissons aujourd'hui et nous le remercions, parce que sinon, sans cette scène-là, il n'y aurait plus grand-chose à sauver dans le film, à mon avis. Techniquement, le studio Disney sont alors à leur apogée. Alors là, ce dessin animé a encore une superbe animation. Plus de 150 dessinateurs et animateurs travaillent sur les 110 000 dessins couleurs du film, utilisant des techniques de pointe à l'époque. C'est-à-dire à l'époque, aujourd'hui c'est commun, mais à l'époque, attention, storyboard animé, celluloïd transparent, apposé sur des décors peints. Les mouvements des animaux sont reproduits après une minutieuse étude de dizaines d'heures de films avec de vrais animaux. Un autre problème est de rendre également les chiens expressifs. Mais je trouve que ça marche vraiment très bien. Il y a un gros clin d'œil à Bambi à un moment. Je vous dis pas lequel, mais il y a vraiment un gros clin d'œil. Il y a de très beaux décors. Et on joue beaucoup sur l'espace. On redécouvre une maison en fait, mais à hauteur de chien. Voilà, c'est un Disney qui est très terrestre en fait. Un angle d'approche du film qui est purement canin. Par exemple, on met beaucoup de plans à grimper les escaliers quand Lady est jeune. Mais adulte, on le fait en un seul plan et surtout en un seul plan en cinémascope. Le traitement du temps est aussi intéressant au début. On a une grosse ellipse entre Lady jeune et âgée, et ça c'est aussi le talent, comment montrer le temps qui passe. Avec cette version-ci, on a un fondu du nuit au matin, mais un temps bien plus tard, ça c'est très habile. Et puis, quand il y a la femme qui va avoir son enfant, et nous aurons le calendrier avec les dates qui passent comme ça, jusqu'à la venue de l'enfant. Ça aussi c'est très habile, c'est très classique également. Alors il y a quelque chose de très important qu'il faut préciser, c'est l'usage du cinémascope, j'en avais un petit peu parlé. Les animateurs peuvent désormais déplacer les personnages dans le décor. Le cadre étant plus large qu'auparavant, ils devaient déplacer
le décor de derrière les personnages. On le voit merveilleusement bien dans Blanche-Neige et les 7 nains, où Blanche-Neige se déplace dans la profondeur et non pas dans la longueur. Ici c'est le cas, les personnages d'animation bougent mais pas le décor. Grâce à la place supplémentaire, les personnages peuvent se déplacer sans sortir de l'angle de vue, ça c'est important. Ils peuvent aussi bouger plus en relation avec les autres, ça aussi c'est formidable, surtout pour les chiens qui bougent beaucoup. Avec le cinémascope en fait, les personnages peuvent se déplacer à travers la scène. Le film nécessite moins de scènes séparées, moins de coupures, et comme les actions se déroulent de manière plus continue, les mouvements moins brisés traversent de grandes scènes. C'est vraiment une grande innovation dans la façon de concevoir les scènes pour ce Disney-là. Il y a un travail important, indispensable chez Disney, de la lumière, sous-entendu bien sûr les angoisses, la tension, un trouble lumineux, d'un avenir incertain, d'une maison transfigurée par l'accouchement d'un enfant. Une indécision, une lueur, une fenêtre contre la pénombre qui évoque le doute. Et dès que s'écarte cette tension, la lumière revient, tout redevient normal et calme. Et ça c'est le côté expressionnisme, c'est le décor qui change en fonction de la psychologie des personnages. La mort, l'expressionnisme esthétique qui vient frapper La Belle et le Clochard avec la scène du rat, formidable. Là nous avons aussi un gros travail expressionniste. Nous avons peut-être un sentimentalisme assez excessif dans ce film, mais pas plus que les autres finalement. Il y a une ambiance très romantique et une musique qui est pas mémorable, mis à part pour les chats, mais qui fonctionne bien. Les doublages, alors il y a beaucoup de choses au niveau du doublage. Un cas de figure avec le clochard qui arrive dans la conversation. En 1955, il y a 3 doublages. En 1955, il dit quoi de neuf au Rocket Club les gars? Alors bien sûr nous, on ne sait pas à quoi ça fait référence le Rocket Club. En 1989, on a Bruce Willis qui fait la voix du clochard, donc Patrick Poivet. Quoi de neuf à la SPA, car la SPA avait été créée avant le film, mais elle n'a été reconnue publique qu'en 1960. Donc en 1989, ils ont pu faire la blague quoi de neuf à la SPA, et en 1997, troisième doublage, nous avons également quoi de neuf à la SPA. Suite à la sortie vidéo, les personnes qui avaient travaillé sur les chansons, sentant le pognon en fait des sorties vidéo leur échapper, ont poursuivi Disney pour toucher leurs droits par rapport à toutes ces sorties, qui ne sont pas des sorties de salle. Et ça se chiffre en millions de dollars. Donc ça a eu un effet de boule de neige, et les musiciens de Cendrillon et l'orchestre de Fantasia et Marie Costa, la voix de Aurore dans La Belle au bois dormant, ont commencé à faire entendre leur voix, et ça a commencé à sentir le roussi. Il y a quand même des trucs de fou chez Disney, hein. Il y a que chez eux que ça arrive, hein. Alors pour conclure, c'est une histoire d'amour et un très beau rêve américain. Je me rappelle plus tout du film, notamment de la fin, alors j'étais très content de la redécouvrir. La Belle et le Clochard reste un des plus grands classiques de Walt Disney. Ce film a marqué des générations d'enfants, émus par l'histoire d'amour entre ces deux personnages et pleurant lors de l'accident de César et frissonnant à la vue du rat. Eh bien moi je me suis pas souvenu de l'accident de César, je me suis pas souvenu du rat du tout. En fait la seule scène dont je me souvenais, c'était les Siamois, qui est une scène absolument dégueulasse, on a trop envie de tuer les Siamois, hein. Mais moi franchement ce dessin animé, je m'en souvenais plus du tout. J'ai revu le film et j'ai eu les mêmes impressions que quand je l'avais vu des années auparavant. C'est un bon Disney, je suis passé un moment qui était bien, mais franchement c'est pas mémorable. Et ce sera exactement la même chose pour les 101 Dalmatiens, je le sens. Moi je lui mets un 13/20. Mais La Belle et le Clochard a un charme, mais j'y suis pas sensible. Mais je le préfère à la limite peut-être au 101 Dalmatiens, au niveau de son esthétique. Je préfère l'esthétique de La Belle et le Clochard au 101 Dalmatiens. Ça, je pense que c'est le cas. Mais à mon avis, c'est du fait que les 101 Dalmatiens utilisent une nouvelle technique dont je vous parlerai lors de la critique de ce film. Je vais terminer avec un dernier point. Alors que tout Hollywood tremble déjà devant la montée en puissance du média télévision dans les années 50, Walt Disney semble pas s'en émouvoir. Tant mieux. Il reste convaincu que le grand et petit écran peuvent faire bon ménage. Mais très vite, il prend le parti, comme il l'a toujours fait, d'accompagner le progrès plutôt que de le subir. Il va donc profiter de sa nouvelle émission d'anthologie pour promouvoir son nouveau long métrage d'animation à la télévision. On va avoir une transformation, une métamorphose des dessins animés Disney pour avoir des faibles coûts, et nous allons avoir le studio qui va commencer à s'orienter vers une direction artistique qui nous enchantera peut-être pas forcément. Sur cette note-ci, j'ai terminé ma critique. N'hésitez pas à poster des commentaires, moi je les lis avec grand plaisir. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!